Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Prends ta dose de leadership. Aujourd'hui, je reçois Daniel, qui est coach, directeur de planning, contrôle et méthode au ministère de la Santé. Comment ça va, Daniel? Super, Ça super, va hyper bien? content d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors voilà, est-ce qu'en en quelques mots, tu peux te présenter pour les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent? OK, alors salut, je m'appelle, Daniel Fall. Je suis, chef du bureau de planification, méthodologie et contrôle, au service, des technologies digitales et du data au ministère de la Santé. Donc c'est un peu long, mais voilà mon title. En parallèle, je suis dans le coaching. Voilà, c'est les deux choses que je fais, dans la journée qui m'occupent le plus et que j'aime beaucoup faire. En parallèle à tout ça, je suis papa, je suis marié, j'ai 3 enfants, je fais beaucoup de sport, j'aime le sport et je consacre, quelques heures dans la journée à des choses plus spirituelles, voilà. Ok. Dans les sports, tu peux nous dire aussi que tu fais partie d'un groupe de marathoniens et que vous avez couru là vendredi dernier? Ouais, alors marathonien, c'est un grand mot. Pour l'instant, moi, je suis encore au 21. Mais il y a des projets là pour passer au 42 et on fait partie d'un groupe de francophones vivant à Jérusalem et voilà. OK, OK, très bien. Alors toi, bon, les gens ne le savent pas, mais tu es ingénieur de formation. Est-ce que tu peux nous parler Ouais. un petit peu de ton parcours? Comment tu en es arrivé Alors, à là? Vas-y, je te laisse. ouais, mon parcours, je suis arrivé en 2008, en Israël, en 2007 pardon. OK, Après une intégration en 2008, je suis parti en école d'ingénieur où j'ai fait génie industriel. Hem, Après ingénieur industriel et management. Avec, pour spécialité, la gestion de projet. En 2012, je suis rentré dans l'armée de l'air. Je suis resté 8 ans dans l'armée de l'air. J'ai fait beaucoup de jobs de gestion de projet, donc et dans, la division des drones, donc tous les projets qui concernent les drones dans l'armée de l'air. Ça, c'était les 3 premières années. Après, j'ai fait, un autre job, de PMO, comme on appelle, Project Manager Officer, où là, on est plus dans le contrôle des différents chefs de projet. Et notre but, c'est de faire du contrôle et de donner une méthodologie claire pour la gestion de projet et présenter la situation des projets au-dessus dans la hiérarchie. Et après, mon dernier job dans l'armée de l'air, c'était dans l'amélioration de processus. OK, Où là, j'ai fait 2 ans et on a amélioré toutes sortes de processus dans l'armée de l'air, et dans la maintenance des avions, et dans l'opérationnel. Voilà, comment faire ce qu'on fait de la meilleure des façons possible et plus rapidement et avec moins de sous. En 2020, j'ai quitté l'armée de l'air pendant le corona. Et en fait, j'ai connu le ministère de la Santé à ce moment-là parce que le chef de l'armée de l'air a créé une petite équipe de 10 personnes pour aider le ministère de la Santé dans leurs opérations, pour les aider dans les processus qui étaient les leurs et de les améliorer. On est au tout début du corona, on est en crise. Et voilà, j'étais hyper content d'être dans cette équipe. Et en fait, moi, je voulais déjà un peu quitter l'armée. Et ça a été ma porte de sortie parce que j'ai rencontré du monde. Et en fait, depuis 2020, je suis au ministère de la Santé, donc dans les technologies digitales et le data. Là-bas, donc, comme j'ai dit, je suis chef du bureau de planification, contrôle et méthodologie. Et voilà, en parallèle, j'ai eu le temps de faire un master pardon, en finance à l'université de Ben Gurion à Beersheba. OK, Et récemment, j'ai commencé des études à l'Institut Adler en coaching, donc depuis 2021. Voilà un OK, peu mon parcours. OK. Juste, pourquoi la finance? Est-ce que tu en as besoin aujourd'hui dans tes compétences, dans ton poste au ministère de Ouais, la santé? ouais, ouais. Enfin, en fait, je me suis. J'aurais dû préciser. C'est un MBA avec spécialité finance.
Maintenant, oui, c'est important parce que plus on monte dans la hiérarchie dans une boîte, et plus on est confronté à des énormes budgets et il y a plein de challenges financiers devant nous et il faut savoir les gérer. Et oui, effectivement, grâce à ce diplôme, j'ai pu acquérir des outils que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. OK, d'accord. Du coup, ça m'emmène à une question parce que bon, quand on dit ingénieur, quand on parle de finance, c'est très cartésien. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer comment tu t'es orienté vers le coaching? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'étais dans l'armée, très rapidement, ma porte est devenue ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que chaque personne qui a besoin d'un conseil, d'une orientation, qui a besoin qu'on l'écoute tout simplement des fois, rentrait dans mon bureau et ça allait de plus en plus, vraiment ça bon, à un moment donné, ma porte vraiment, était souvent, ouverte par, toutes sortes de gens qui avaient besoin d'aide et je me suis dit pendant l'armée, bon déjà j'adore faire ça, j'adore aider les gens, pas forcément les conseiller, parce que le conseil c'est déjà autre chose. Moi je suis plus dans l'orientation, enfin les aider en tout cas à poser leurs questions et à trouver leurs propres réponses. Et je me suis dit peut-être que c'est du fait que je suis sorti en cours d'officier pendant l'armée, donc c'est le fait que je sois capitaine, après commandant, peut-être que ça joue beaucoup. Et en fait ce qui se passe, c'est quand je suis rentré au ministère de la Santé, après 2 3 mois, rebelote, la même dynamique, quoi. Les gens rentrent dans mon bureau: «Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Voilà, j'ai ci, j'ai ça» et en fait, je me suis dit: «Bah, en fait, peut-être, hein, que je suis fait pour ça, parce que j'aime ça et les gens me consultent pour ça». Donc il y a un win-win et donc j'ai dit: «J'ai ça, maintenant, j'ai envie de formaliser la chose et apprendre des vrais outils». Parce qu'aujourd'hui, faut comprendre que le coaching, c'est une profession et il y a des outils, pour faire cette profession de la meilleure façon possible. Et donc je suis parti au Mahon Adler, donc à l'Institut Adler international, hein. Donc moi je suis parti à celui de Tel Aviv et là-bas, voilà, j'ai eu la chance de rentrer dans ce monde-là du coaching avec des profs, qui sont coachs eux-mêmes tout simplement extraordinaires, hein, d'un niveau mais, hyper élevé et avec une formation, d'un standard de ouf et voilà, j'en suis là. OK. Une petite question parce que, entre guillemets, aujourd'hui, le coaching, ça revient énormément, sur les réseaux et cetera. Il y a plusieurs types de coaching. Est-ce que tu peux me détailler un petit peu qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du développement, professionnel? Est-ce que c'est du l'apprentissage de leadership, développement professionnel? Alors moi, je suis, de l'école adlérienne. Donc OK, l'école adlérienne, c'est basé sur la psychologie d'un psychologue, bon, plutôt, d'un psychanalyste qui était l'élève de Freud, il s'appelle Alfred Adler. Donc très c'était bien. l'élève de Freud à la base et ils se sont séparés, pas en bons termes et jusqu'à la fin, jusqu'au jour de sa mort, Freud en tout cas avait beaucoup de rancune contre son élève Adler. La grande chose, en fait, le grand, point sur lequel ils n'étaient pas d'accord, c'est que selon Adler, un homme fixait sa vie en fonction de ses motivations. Et en fonction de ses motivations et les objectifs qu'il allait fixer, alors sa vie allait varier. Ce sur quoi Freud, pardon, était moins d'accord et plutôt centré sur les traumatismes, les passions, les pulsions, et donc un peu moins de place, voire beaucoup moins de place au libre arbitre. Et la phrase culte de Adler, c'est tout peut être différent. C'est même des événements vécus, on peut les vivre dans le futur de manière différente. Tout peut être différent, c'est une phrase que Freud acceptait moins. Bon, sans rentrer trop dans le débat. Et en fait, voilà, tout démarre de cette psychologie adlérienne. Et sur ça, on a un vrai cursus académique. Euh, sur laquelle bah, en fait, on prend les grands éléments de la psychologie adlérienne, comme par exemple le fait qu'un homme est dirigé par ses objectifs, qu'un homme a toujours le choix,
qu'un homme, l'égalité entre les hommes, c'est une chose hyper importante, c'est l'égalité, le rapport à l'autre. Voilà, il y a une dizaine vraiment de principes de base dans l'école d'Adler. Sur ça, ben, on base toute une méthodologie qui va nous permettre d'emmener la Le personne coacher. qui est coachée à atteindre ses objectifs qu'il aura fixés au début du processus. Ok. Peu importe qu'il soit personnel ou Alors, professionnel. voilà, tu avais parlé de ça, pardon. Alors, les secteurs, alors Adler divise la vie d'un homme en 4 catégories. Il y a la catégorie professionnelle, il y a la catégorie, donc c'est le travail, la carrière, il y a la catégorie amour, où il rentre dedans les enfants et le conjoint. Il y a la catégorie personnelle, où là-bas il rentre le sport, la santé, comment je gère mon portefeuille, voilà, vraiment tout ce qui ne concerne que moi et personne d'autre. Et il y a la catégorie communauté. Oh, Donc la communauté, ça commence avec la famille un peu plus large, les frères, les sœurs, les parents. Après, la communauté dans laquelle je vis, les lobbies, les associations. Voilà. Donc, en fait, c'est ces 4 secteurs-là. Et on apprend à l'Institut Adler à aider une personne à atteindre ses objectifs, quelle que soit la grande catégorie choisie. En sachant que dans chacune de ces catégories, vous l'imaginez bien, il y a des sous-catégories. Voilà, comme par exemple, je vous l'ai dit, dans le personnel, alors il y a le sport, il y a la santé, il y a plein de différentes catégories. Et je coach aujourd'hui des personnes qui vraiment, ça touche à toutes les catégories. ok. Ok, En super sachant que bien intéressant. sûr, il y a aussi des spécialisations que je n'ai pas encore commencé dans chacune de ces catégories-là. Dans la vie conjugale, dans l'éducation, dans la carrière, voilà. Ok. Une petite question comme ça, est-ce que dans la philosophie de Adler, il y a un concept de responsabilité? Je suis responsable de mon passé. Euh, Alors, est-ce qu'on en parle ou pas? Parce qu'il y a bien beaucoup sûr. de méthodes où on met la responsabilité sur les parents, par exemple, ou même Ah, avant, dans ou ce point de même vue-là, d'accord, tu as bien fait de le dire. ouais. Non, non. Le propre d'Adler, c'est de dire que j'essaie de trouver le mot juste en français, euh, parchanout. Parchanout, Ouais, tout est, j'ai un trou. oui, c'est une perception, quoi. Tout est. Perception. Voilà, exactement. Tout est une question de perception. Merci beaucoup. Tout est une question de perception. Très Comment bien. est-ce que je perçois les événements vécus? Alors, justement, là, on a parlé tout à l'heure des différences entre Adler et Freud. Oui, aujourd'hui, il y a une tendance comme ça à dire si j'en suis là aujourd'hui, si j'y arrive pas, c'est parce que quand j'étais petit, on m'a dit que c'est parce qu'on m'a fait ci, qu'on m'a fait ça, c'est parce que j'ai vécu ci, parce que j'ai vécu ça. Alors, bien sûr, Adler ne vient pas remettre en question l'idée de traumatisme. Bien sûr que ça influence sur nos vies. Mais de faire porter la responsabilité de ce que je suis aujourd'hui sur les personnes qui ont influencé sur moi, non. Adler n'est pas d'accord avec ça. Adler dit que tout ce qui m'arrive, c'est voilà, c'est plutôt pas perception, c'est interprétation ce que je cherchais. Oui, Tout est interprétation de ce que j'ai vécu. Et si j'ai envie, j'ai ce pouvoir en moi. Chez chaque être humain, il y a ce pouvoir d'interpréter ce qui m'est arrivé d'une manière à ce qu'aujourd'hui, je sois plus constructif. Est-ce que un parent qui battra son enfant est responsable? Oui, bien entendu. Mais on ne va pas baser tout le process de coaching sur la responsabilité des autres. La seule personne responsable en ce qui me concerne, c'est moi-même. Voilà ce qu'Adler dit. Après, il faut emmener en justice les gens qui m'ont fait du mal et tout. C'est un autre débat, bien sûr que oui, Adler n'est pas un tortionnaire. Mais en tout cas, ouais, il dit ça, c'est pas ce qui te fera avancer dans la vie. Ce qui te fera avancer dans la vie, c'est de comprendre que la seule personne qui est responsable de ta vie, c'est toi-même. complètement. Ok, ok, ok. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du concept de Kaizen, pour ceux qui ne le connaissent pas? Ouais. Alors, Kaizen, l'idée de Kaizen, c'est améliorer on va dire,
sens large du terme, des process au sein d'une entreprise qui, de manière continue, petit à petit, et d'obtenir des résultats. Où est-ce que c'est né le Kaizen? Le Kaizen, c'est né au Japon, après la Seconde Guerre mondiale. Ce qui se passe, c'est que le Japon est totalement détruit. Et il y a un monsieur qui s'appelle Toyoda, hein, pas Toyota, Ouais. Toyoda, qui viendra par la suite Toyota, qui vient d'une famille qui avait des machines à coudre. Et dans ces machines à coudre, il y avait des moteurs. Et il a eu l'idée de prendre ça existait déjà, hein, l'automobile, mais il a dit, bah, si déjà on fait du moteur et que la machine à coudre, c'est quelque chose qui va finir par se perdre, essayons de reconvertir la famille. Donc Toyoda, il s'appelait Aiji Toyoda. Aiji Toyoda, il voit aux États-Unis voir, après la guerre, l'entreprise, pardon, le monde automobile. Et il arrive chez qui? Il arrive chez Ford. Et il voit les usines Ford qui, immenses qui utilisent la production en nombre. Et en fait, ils produisent. Et ils envoient de partout. Ce qu'ils ne vendent pas aux États-Unis, ben, on envoie en Europe. L'Europe aussi, elle doit se reconstruire. Il y aura de la demande. On envoie en Asie, on envoie de partout. De toute façon, on inonde le monde. Et quand Eiji Toyoda il voit ça, il dit ben, en fait, moi, avec mes moteurs, je vais pouvoir faire des voitures, mais le problème, c'est que je n'ai pas le privilège des États-Unis de produire. Parce qu'il n'y a personne qui nous achètera au Japon. C'est la ruine, on est ruiné. Et donc, il comprend que là où il va pouvoir gagner de l'argent, c'est en limitant le prix de production de ces voitures. Il dit, moi, je ne suis pas comme les États-Unis, je ne peux pas produire et on verra ce qu'on vend après. Moi, je n'ai pas d'argent devant moi. Donc, je dois vraiment produire avec un minimum de coûts de production. Et en fait, là naît le Kaizen. Il dit que la meilleure façon de faire ça, c'est dans ma production de l'améliorer de manière continue, tout le temps l'améliorer. On va limiter les temps, on va améliorer la qualité, on va diminuer le coût par production d'unité. Voilà, il est sans arrêt là-bas. Kaizen, Kai, ça veut dire amélioration. Zen, c'est continu. Voilà, l'idée d'amélioration continue. Les deux grands axes principaux du Kaizen, c'est un, chercher vraiment la valeur que le client recherche. OK. Et deux, identifier les gaspillages dans le process. Donc, par exemple, si je te dis Coca-Cola, quand je te dis Coca-Cola, à part le goût qu'on adore, qu'on aime tous, le goût ressemble énormément à celui de Pepsi, Pepsi qui est beaucoup plus vendu aux États-Unis. Mais ce qui se passe quand je dis Coca-Cola, on imagine ces pubs avec de la jeunesse, voilà, des belles personnes et tout. Voilà, c'est un exemple concret pour montrer que ce qu'on recherche quand on boit Coca-Cola, c'est être au-delà du goût. Il y a une autre valeur, c'est être in, c'est être dans le coup. C'est je bois du Coca-Cola. Il y a même quelque chose de très masculin aujourd'hui de ne plus boire de zéro, je ne sais pas si tu as entendu parler, et de boire du rouge. Parce que boire du zéro, ça veut dire que je suis au régime, c'est pas bon. Non, moi, je bois du rouge, je suis vraiment dans le coup, quoi. Je fais du sport, je prends du sucre à côté, il n'y a aucun problème. Donc, en fait, on explique là-bas qu'il y a le produit et il y a la valeur que génère ce produit. Et des fois, il y a différentes valeurs. Donc, l'idée, c'est de trouver exactement ce que recherche le client. Pourquoi? Parce qu'une fois que je sais la valeur même que le client recherche, je vais pouvoir adapter mon produit en fonction. Et par exemple, si je prends une voiture américaine toute fonction, il y a plein de fonctions qui n'apportent aucune valeur à mon client. Donc, moi, en tant que petit japonais qui arrive et on est après la guerre et je n'ai pas de quoi investir dans la production, je vais pouvoir minimiser vraiment et mettre l'accent uniquement là où ça va apporter de la valeur à mon client. Et en fait, la deuxième partie, donc ça, c'est le premier axe, c'est la valeur au client. Et la deuxième, c'est le gaspillage, qu'on appelle en japonais muda. Muda, c'est quelque chose de très connu dans le monde du développement personnel. Le muda, c'est les gaspillages. C'est les gaspillages, il y en a différents. Il y a 8 grands gaspillages dans la méthodologie Kaizen. Par exemple, l'attente. L'attente est un gaspillage. La surproduction est un gaspillage. D'avoir trop De pièces, peut-être. de pièces en stock, c'est du gaspillage. Voilà, différents gaspillages. Et en fait, ces deux valeurs-là que j'ai dit, la valeur ajoutée au client et le gaspillage, eh ben, en fait, elles vont s'accorder dans le sens où tout ce qui n'apporte pas valeur au client est gaspillage. Et on va prendre un process
Et on va venir à l'intérieur du process enlever petit à petit, comme je l'ai dit au début, tout ce qui est gaspillage, les enlever du process et augmenter la valeur ajoutée. Tout ce que je fais pendant mon process qui ajoute de la valeur au produit ou du service que je suis en train de créer, on va mettre l'accent dessus. Voilà un peu l'idée de Kaizen. Amélioration continue en augmentant la valeur ajoutée aux clients et en diminuant un maximum les gaspillages. Ok, ok, très bien. Alors, je vois très bien comment ça peut s'appliquer au sein d'une entreprise. Au niveau du plan personnel, est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un exemple? J'ai une petite idée en tête. J'avais déjà entendu ça, la méthode des 1%, en s'améliorant 1% de 1% par jour. Au final, à la fin de l'année, ça nous fait une amélioration de 365%. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit exemple sur le plan perso, comment on peut appliquer ce concept de Kaizen? Alors effectivement, alors déjà, en termes de l'entreprise, imaginez on prend un process, on va d'abord l'analyser ensemble. On va faire ce qu'on appelle établir le workflow du process, vraiment en toutes les étapes. Et sur chaque étape, on va essayer de noter les opportunités d'amélioration. Ok, vraiment en détachant le process et en mettant l'accent sur chaque action qu'il y a dans le process et se focaliser sur chaque action et action pour en sortir vraiment les opportunités d'amélioration, sans y donner forcément des réponses à ce moment-là. Juste, on étale le problème. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces améliorations, on va essayer de redessiner ensemble un nouveau processus idéal en prenant en compte cette fois-ci les opportunités. Et là, on va y apporter des réponses, des solutions. Et la dernière étape dans ça, c'est l'application. Voilà au niveau de l'entreprise. Maintenant, en ce qui concerne le point de vue personnel, c'est exactement pareil. Alors, ça ne s'appelle pas Kaizen. Je n'ai jamais entendu parler d'un Kaizen pour une personne, mais la philosophie est la même. C'est-à-dire, on prend un process par exemple, on se focalise, disons, sur quelqu'un qui, ça sera le plus simple à comprendre dans le sport. Quelqu'un dit, voilà, moi, j'ai envie de courir, j'ai envie de courir un marathon, 42 km. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà dessiner le process. OK, qu'est-ce que ça veut dire 42 km? Combien de temps je dois m'entraîner avant? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, je pèse 150 kg pour 1,50 m. OK. À part ça, je ne cours jamais, je fume et tout. Donc, on va regarder la position actuelle, où est-ce qu'on en est, et on va essayer de dessiner ensemble, dans chaque chose, par exemple ma corpulence, les améliorations possibles. Dans ma capacité de courir, on va dire, cardiaque, comment est-ce que je vais améliorer ma VMA? VMA, c'est une unité Ouais, de mesure la dans ma VMAX. capacité cardiaque. On va rentrer dedans maintenant. Voilà. En fait, chaque chose, par exemple, mon emploi du temps ne me permet pas de courir 3 fois par semaine. Super. On va regarder l'emploi du temps. Qu'est-ce qu'on peut faire pour courir 3 fois par semaine? Voilà. Et en fait, tout ça, donc, ça va être vraiment l'analyse du process qui va m'emmener là-bas. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Comment je l'améliore pour arriver à un process nouveau? Et au passage, l'application, elle va se faire de manière pas à pas. 1%, tu peux l'appeler ça aussi comme ça. Ça veut dire qu'on ne va pas construire une nouvelle méthodologie, dire voilà, il faut courir, si tu veux faire un marathon, tu es à 150 kg, il faut passer à 80. Il faut courir 3 fois par jour, 3 fois par semaine au moins 2 heures. Non, parce que la personne va s'écrouler au bout de 2 jours. Okay, il va devenir fou parce qu'on ne peut pas en même temps arrêter Ouais, de manger et courir 3 fois par semaine. c'est Donc, on ça. va faire un vrai programme sur mesure d'application du nouveau process en y allant doucement, doucement, pas à pas. Ça, c'est vraiment l'application du Kaizen à titre personnel, carrément. Ok. Et du coup, toujours sur le plan perso, ça serait quoi les fioritures? Tu sais ce que tu nous as dit, les 8 types de choses qu'on pourrait supprimer, je sais plus comment on avait appelé ça, des pertes de temps, des pertes, Ouais, des gaspillages, des Bouddha. gaspillages. Voilà. Qu'est-ce qui serait du coup le Dans gaspillage quoi? sur le plan Dans perso? quel exemple? Dans l'exemple de la course? Voilà, par exemple. Ok, alors dans l'exemple de la course, d'abord, avant de parler de Bouddha, il faudra, parce que ça va vraiment varier en fonction de la valeur que je recherche. Si ma valeur, je vous donne un exemple, j'ai un ami, un ancien ami, enfin c'est un ami toujours, mais que je connaissais à l'armée, on est toujours proches, qui son but était de courir le 21 km. Il était en surpoids, mais vraiment, vraiment en surpoids. Et il a commencé à essayer de faire un régime, ça ne marchait pas.
il a commencé à faire du sport. Et en fait, ce qui s'est mis à adorer, c'est courir, sans se limiter de manger. Je l'ai revu il y a 2 semaines. Il pèse le même poids. Seulement, il court le 21 km plus vite que moi. Je suis très Waouh. jaloux. Euh, mais c'est tout simplement extraordinaire parce qu'en fait, cette personne a compris que la valeur qu'il recherchait, ce n'était pas de perdre du poids. Il était bien comme il est. Il voulait juste être capable de courir. Et en fait, il s'est focalisé en pensant que quelqu'un qui court doit au moins peser, forcément, peser un poids normal, possible. Il ne dit pas qu'il n'en a pas envie, mais la vraie valeur, ce que lui recherchait, c'était finir sur 21 km. Il a maigri d'ailleurs. Hein. Je ne dis pas qu'il est resté le même. Il a maigri. Ouais. Mais il reste quand même vraiment en surpoids. Et pourtant, il fait ce qu'il fait. Donc ici, par exemple, le gaspillage, ça aurait été de faire, il y a ce qu'on appelle euh, faire plus ce qu'on a besoin. C'est un Ouais. des gaspillages. Par exemple, on me demande de faire en informatique, ça c'est très connu, on me demande de faire une application et je vais faire une application, mais dedans, je vais rajouter plein de choses que le client n'a pas demandé. C'est du Hmm. gaspillage, tu perds ton temps, délivre déjà une version au client. Alors pareil là, s'il avait essayé de travailler sur son poids, il aurait focalisé tout son truc sur toute sa colère, tous ses problèmes sur perdre du poids. On sait que c'est une chose pour certaines personnes qui est très compliquée. On a besoin de manger. Il aurait focalisé toutes ses énergies là-bas et ça aurait été un vrai gaspillage parce que ce qu'il Ouais. recherchait véritablement, c'est finir à 21 km. Ou pas, par exemple, un autre gaspillage, ça va être par exemple de courir 3 fois par semaine sans interruption. C'est-à-dire, au lieu de mettre à chaque fois un jour de repos qui est hyper important pour que le corps reprenne, eh ben, on va courir 3 jours d'affilée. Et après, on ne va plus rien faire. Ça, c'est du gaspillage parce que c'est contre-productif. Voilà. Mais là, je parle au niveau de sport. Mais en fait, en fonction de l'objectif qu'on va fixer, automatiquement, on va faire une liste de tous les gaspillages qu'il y a et essayer de les enlever un par un. Ok. Ok, d'accord. Alors, dans le cadre de ton travail, tu organises des conférences Ouais. où voilà, tu invites des conférenciers, des personnes, des artistes notamment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet? Alors, ouais, le projet, donc moi, la structure que j'ai montée, elle s'appelle Neverest. Neverest, comme son nom l'indique en anglais, c'est never rest. Donc, ne reste jamais sur place, ne te repose jamais. Il y a un proverbe en anglais qui dit Heroes never rest, les héros ne se reposent jamais. Voilà l'idée. Et en même temps, ça rappelle le nom du mont Everest, cette montagne à gravir. Donc, l'idée, c'est que pour gravir des sommets, à titre personnel, le seul secret, c'est de jamais se reposer. Bien entendu, c'est un slogan, c'est-à-dire que oui, le repos est important pour gravir des échelons, mais ne pas rester dans sa zone de confort, je dirais plutôt. Maintenant, pour ça, ben, Neverest, c'est du coaching, donc je coach à titre personnel. Voilà, j'ai jusqu'à maintenant 5 ou 6, enfin, en parallèle, quoi, 5 ou 6 personnes que je coach. Plus que ça, je descendrai dans ma qualité, donc non. Euh, et en plus de ces séances de coaching, je fais des conférences, effectivement. Pourquoi? Une des convictions profondes que j'ai par rapport à l'Everest, c'est qu'on avance grâce à l'autre. On ne peut pas avancer tout seul. C'est ce que le maître du coaching contemporain, Stephen Covey, appelle l'interdépendance. C'est-à-dire qu'on peut devenir dépendant, et c'est super, mais il y a un autre niveau à franchir, c'est l'interdépendance, c'est-à-dire s'aider des autres pour monter encore dans ma, dans l'accomplissement de mes objectifs. Maintenant, l'autre, juste à titre philosophique, l'autre, il a été vu de 3 manières différentes dans la philosophie. L'autre, il a été vu comme un obstacle. Voilà, l'autre m'empêche, moi, d'avancer. On parlait tout à l'heure de responsabilité. À cause de ce qu'on m'a fait, je ne peux arriver là où j'ai envie d'arriver. Il y a l'autre comme une fin en soi, donc c'est l'altruisme sans fin. L'autre est une fin. Je vais venir donner à l'autre, pas pour recevoir en retour, pas pour apprendre. Non, juste donner pour donner. Parce que donner à l'autre, l'autre est une fin en soi. Donc, dans les grandes religions, on retrouve cette idée de l'autre en tant que fin en soi. Et il y a la troisième façon, c'est l'autre en tant que moyen. Alors, l'autre en tant que moyen, ça sonne un peu
opportuniste comme ça. Mais en fait, non, c'est ce que Stéphane Covey vient donner en parlant d'interdépendance. Ça veut dire qu'en fait, c'est un win-win. L'autre, en tant que tremplin, il va m'aider de la même façon que moi, je l'aide. On va s'aider pour avancer. Je prends vraiment le coach comme l'autre. Le coach, c'est l'autre. C'est la personne qui va venir refléter chez moi, peut-être on en parlera par la suite, les paradigmes. C'est un des outils principaux de la méthode adlérienne. Mais l'autre, j'ai besoin de l'autre pour me booster, pour avancer, pour atteindre mes objectifs. Et en fait, ces conférences-là, c'est que je viens et j'emmène donc pendant 1 heure et demie au grand public des conférenciers avec des histoires hors du commun. J'imagine, je crois que tu as déjà assisté à une des conférences. C'est des histoires hors du commun et qui viennent nous montrer, un, que tout est possible, deux, il ne faut jamais abandonner, et trois, que souvent, hein, le message qui revient, c'est que tout dépend de nous. Alors, tu vas me dire, bon, c'est hyper classique, ouais. C'est pour ça que ces conférences, je les appelle des boosters. C'est des conférences où quand tu vas y aller, après, tu ressors, tu vas dire, qu'est-ce qu'il a dit? Là, tu vas dire à la personne, mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Si je te le dis, tu vas dire, OK, on sait ça. Et en fait, ce que je vais expliquer, c'est quand, bon, à part ça, qui donne aussi des outils, hein, que chacun a ses propres outils qu'on peut appliquer. Mais en plus des outils, la chose principale, c'est que quand je vais à cette conférence pendant 1 heure et demie, c'est un moment où je suis boosté. Et ce booster-là, il me donne la pêche pendant, franchement, moi, il y a des conférences qu'aujourd'hui, elles me donnent la pêche quand j'y repense. Mais en tout cas, les mois qui suivent ces conférences, ça me booste, ça me donne envie de sortir de ma zone de confort, de me bouger, de fixer des nouveaux objectifs et de les atteindre. Vraiment, je me sens boosté. Je sors, je me sens boosté. Voilà ce que je recherche avant tout dans ces conférences, en plus des outils qu'on peut acquérir, mais ceux qui sont habitués au développement personnel, euh, ont l'habitude d'entendre ces outils. Par contre, chaque histoire, elle est différente. Et c'est l'histoire qui vient vraiment me propulser en avant. Voilà pourquoi on fait des conférences à Neverest. Ok, super intéressant. On mettra les liens dans la description pour aller regarder tout ça. Une petite question comme ça, vu que voilà, dans tes conférences, tu invites des personnalités. Si demain, tu pouvais prendre un café avec la personnalité de ton choix, qui tu choisirais Ouais. et pourquoi? Alors, si je devais manger avec quelqu'un, enfin rencontrer quelqu'un, ça va peut-être te surprendre, c'est Cyril Hanouna. Quoi? Ouais. Non, pas lui. Non, je plaisante. Ok, intéressant. Vas-y, je veux bien que tu développes, s'il Alors, te plaît. pourquoi Cyril Hanouna? Alors, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Cyril Hanouna, il vient de très loin. Il a cette idée-là d'utiliser le direct. Il est toujours en direct. L'improvisation, le, le tout peut arriver et d'arriver à le gérer comme il le gère, c'est tout simplement assez incroyable. Euh, on peut le dire, par exemple, le podcast qu'on est en train de faire, c'est possible. Et comme beaucoup des émissions, 99% de toutes les émissions, de tous les podcasts qu'on voit, ils sont travaillés. Lui, il est vraiment là-bas dans un truc de ce qui arrive, arrive. Gérer ça, de là où il a commencé, le parcours qu'il a fait pour prendre un nouveau concept, c'était le sien. C'était dans le direct, il n'y a que le direct, c'est ça l'authenticité, et de le mener à bien et faire les records d'audience qu'il fait aujourd'hui, moi, je trouve ça tout simplement sublime. Après, qu'est-ce qui se dit là-bas? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça ne plaît pas? Est-ce qu'on aime la personne? On n'aime pas la personne? C'est autre chose. Et moi, j'irai manger avec lui pour lui demander, voilà, tu avais un rêve, tu avais des convictions, je lui demanderai plein de questions. Qu'est-ce qui a été dur? Est-ce qu'il y a des moments où tu as failli tout lâcher? Qu'est-ce qui a fait que tu as persisté? Comment tu regardes le passé? Maintenant que tu as atteint ton objectif, comment tu regardes le futur? Voilà, c'est une personne d'influence aujourd'hui qui a réussi, qu'on le veuille ou pas, il a réussi. Et pour toutes ces raisons, ouais, je me ferais bien un café avec lui. Je te disais en off, j'étais un petit peu surpris par le choix de Hanouna. Juste un truc, t'es fasciné par le monde de l'audiovisuel, télévision, etc. ou pas forcément? Pas forcément. Non. Pas forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose auquel je suis confronté. Enfin, voilà, je regarde souvent la télé et, euh, et je m'intéresse aussi aux audiences et tout. Je ne suis pas fasciné, hein, mais son projet cartonne. Et moi qui C'est vrai. suis à l'aube, j'espère, d'un grand carton avec Neverest, voilà, j'ai envie de. Il a mené un projet à bien. Il excelle dans ça.
moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ça la base de l'interdépendance. C'est vraiment de, d'apprendre de l'autre et de toute personne, dans la limite du possible. Ok, là on a parlé de personnalité. Mhm. J'imagine que dans ton travail au quotidien, il y a des gens qui t'inspirent. Est-ce que tu as un mentor ou pas? Ouais, alors j'en ai deux. Dans le monde professionnel, j'en ai un. Je ne donnerai pas son nom, mais parce que je n'ai pas forcément envie, enfin c'est privé. Mais voilà, j'ai un mentor professionnel qui m'aide on travaille sur gérer les crises au travail. J'ai beaucoup de personnes en dessous de moi et en parallèle à moi, et je gère beaucoup de personnes et j'ai beaucoup de. Enfin, je suis au centre de beaucoup de conflits où je ne suis pas forcément la pièce maîtresse du conflit, mais en tout cas, je suis là pour essayer de les résoudre. Il y a beaucoup de stress. Il y a ma carrière personnelle aussi à faire avancer dans tout ça. Oui, je suis coaché par quelqu'un, bien entendu. Euh, dans le sport aussi. Alors ça, c'est un ami à moi, j'en parle souvent. Il est pas coach certifié, mais il a tout d'un coach. Il s'appelle Bin. Effectivement, il m'emmène dans le sport à atteindre des objectifs que je ne pensais pas pouvoir atteindre euh, avant ça. Ok. Mais oui, Euh, je suis coaché carrément. donc t'es coach, c'est Je bien ça. pense véritablement que c'est vraiment pour une personne qui a envie d'avancer dans la vie et atteindre des objectifs, c'est essentiel d'avoir un coach, carrément. Est-ce que Et tu les meilleurs penses... coachs, et Ouais, les meilleurs vas-y. coachs ont des coachs, hein. Je peux vous le dire, les meilleurs coachs ont Ouais. des coachs. Ben justement, ma question, est-ce que tu penses qu'on peut être coaché par une Ouais. personne qui n'a pas eu, entre guillemets, on parlait de réussite tout à l'heure, bon après chacun sa définition de la réussite, mais est-ce qu'on peut être coaché par quelqu'un qui n'a pas réussi? Alors, quelqu'un qui n'a pas réussi, non. Ok. Mais la question, c'est qu'est-ce que c'est réussir? C'est-à-dire que si réussir, selon ma définition à moi, c'est d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, alors oui, je suis une personne qui réussit. Si réussir, c'est être milliardaire ou être président de la République ou être Cyril Hanouna, alors non, il n'y a pas besoin de ça pour être coach. Pourquoi? Parce que toute l'idée du coaching, c'est fixer des objectifs et les atteindre. C'est ça qu'on vient faire. Maintenant, après, les objectifs, ils peuvent toucher, comme je l'ai dit, à toutes les catégories différentes. Par exemple, quelqu'un qui divorce et qui a envie de se remarier. Voilà, j'ai quelqu'un comme ça, quelqu'un qui est divorcé, qui s'est remarié. Je n'ai jamais été divorcé. Alors quoi, je ne peux pas coacher cette personne? Il faut que je divorce pour pouvoir coacher tous les divorcés? Bien entendu que non. Pourquoi? Parce qu'il a fixé des objectifs et je l'ai aidé en tant que coach à fixer ses objectifs comme il se doit. Et après, je l'ai aidé à travailler sur ses objectifs en, en supprimant tous les paradigmes, en travaillant sur les conservateurs. Bon, c'est plein de termes techniques en coaching. Et je l'ai aidé. Mais la seule personne qui est vraiment confrontée à ça, confrontée à cette catégorie-là, c'est la personne en soi. Mais moi, je suis là pour lui faire ressortir tout ça, pour l'entraîner, pour qu'il travaille ces points-là. Après, que ça soit en automobile, en tennis, dans le travail, dans le couple, avec les enfants, c'est fixer les objectifs, les travailler et avancer. Si par contre, j'ai jamais fait ça sur moi-même, alors non, je vais pouvoir le faire à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, pour être coach au Marathon Adler, il faut avoir été coaché avant. Donc, on a un process de coaching de 12 semaines. Il faut avoir passé un véritable moment de coaching voilà, pour ressentir ce que c'est d'atteindre les objectifs. Parce qu'une fois qu'on est allumé par ça, on est allumé par le fait qu'on peut atteindre nos objectifs. Ça dépend que du temps, de travail, de méthodologie. Alors, on n'a qu'une seule envie, et c'est venir donner ce cadeau aux autres Ok. et de les faire réussir. Et de les faire réussir, d'accord. Justement, en termes d'objectifs, est-ce que tu pourrais nous donner, enfin, ce que tu peux nous dévoiler, voilà, comment tu vois évoluer, comment tu te vois évoluer et comment tu vois Everest évoluer sur le moyen long terme?
Alors, à titre personnel, moi, bah, voilà, je suis à la course pour mon prochain job. Euh, donc, au même endroit où je suis, j'espère évoluer là-bas un peu plus. Et je le dis, et les gens le savent. J'ai pas honte de le dire. Oui, j'ai envie d'évoluer. Ma boss le sait, tout le monde le sait. C'était mon objectif. Il est clair, ils le savent, et je fais tout pour y arriver. Et j'écoute ce qu'on me dit, j'écoute les conseils qu'on me donne pour y arriver. Donc, à titre personnel, voilà, c'est ce que je recherche, l'évolution au sein de ma boîte, ou bien ça aussi, ils le savent, hein, c'est vraiment, je suis transparent sur ça. Si je ne le reçois pas là où je suis actuellement, alors ce sera ailleurs. Mais en tout cas, oui, j'ai envie d'évoluer professionnellement parlant. En ce qui concerne Neverest, je me lance dans une nouvelle aventure. Ce que je vois pour Neverest, c'est vraiment une plateforme à long terme qui est capable, une communauté de gens qui sont là pour s'entraider, qui grandit et qui grandit, avec des conférences avec de personnes de renommée internationale. Voilà comment je me vois dans 5 ans, si tu me poses la question. À titre personnel, j'ai un petit objectif, c'est de courir le 42. Oh, Ouais, il y a celui d'Amsterdam le 15 octobre. J'espère être prêt d'ici là. Voilà, je ne waouh. peux pas être plus transparent que ça sur Ah mes ouais, objectifs. c'est une folie. C'est une folie. En plus, on a une petite exclusivité. C'est excellent. Ben écoute, super. On peut te trouver sur les réseaux, Partout. Facebook, Facebook, Instagram, LinkedIn. LinkedIn, Instagram, il y a mon site internet aussi, Ok, euh, de partout. de Vous êtes les partout. bienvenus à venir visiter. Ok, on va mettre les liens pour les gens qui veulent voir un petit peu ce que tu fais et venir soit en coach perso ou soit aux conférences. Est-ce que tu as un petit mantra pour finir? Alors, il y a un truc que j'aime bien d'un footballeur, bon, qu'on entend un peu moins dernièrement, c'est Depay. C'était un attaquant de l'Olympique lyonnais. Je suis lyonnais. Et Ouais, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand il marquait un but, il faisait comme ça. ouais, exact, exact. Il bouchait ses oreilles. Et je pense que vraiment que c'est quelque chose de sympa parce que il faut être bien accompagné dans la vie. Et on a tendance des fois à avoir dans notre entourage des personnes pas à cause d'une mauvaise intention, mais qui viennent un peu nous descendre du petit nuage dans lequel on est, Ouais, qui nous démoralisent, voilà, qui nous démotive un petit peu. Il faut savoir, même si j'ai toujours dit depuis le début qu'il faut écouter les autres, vraiment l'autre, c'est ce qui va me permettre d'avancer. Les choses qui me font moins avancer, il faut savoir faire le tri et vraiment prendre uniquement les choses qui me boostent. Donc voilà, qui te font avancer. je pense que c'est sympa. Excellent, Memphis Depay. Il joue où là maintenant? Il a changé. Il est à Milan. Il est où maintenant? Il était Moi, à tu sais, Barcelone. Il était à Barcelone, mais quand on quitte l'Olympique Lyonnais, ça m'intéresse plus. Pardon. Ah, d'accord. Ok, ok. Non, je vois. Ouais, je Ouais, fais j'ai tout. perdu 80% des gens qui voulaient se faire coacher chez moi. Sérieux? En disant que je suis lyonnais. Ah ouais, non, non, Alors, faut. Déjà, t'as pas de Marseillais. Non, je plaisante. It's all about love. Ben écoute, Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec avec moi plaisir, dans cette merci de m'avoir conversation, invité. avec nous. Et ben, je te souhaite le best. Et voilà, et je te dis à très bientôt. J'espère qu'on se verra bientôt. Merci pour cette invitation et bonne continuation. Ça marche, merci à toi. Bye bye. Allez, salut.